Puis il avait été refoulé. Il y avait eu une guerre en 1690 qui appelait la guerre du roi Philippe. Alors toute la nation abénakise a été expulsée de la Nouvelle-Angleterre. Alors eux, ils en avaient vraiment contre les Anglais. Puis sauf qu'en 1759, ils avaient reçu un émissaire, puis les Anglo-Américains, ils leur proposaient simplement de déposer les armes. Ils demandaient qu'ils deviennent neutres, parce qu'ils disaient, bon, on va gagner, que voulez-vous? Là, les Abénakis, ils ont dit non, puis retournez-vous-en, tu sais. Fait que dans le cadre de la campagne de 1759, c'était Amherst qui commandait à ce moment-là, il a décidé d'envoyer une expédition punitive contre le village de Odanak, qui était sur le long de la rivière Saint-François. On pouvait remonter la Saint-François à partir du territoire américain puis aller à Odanak. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé un corps de Rangers pour punir les Abénakis. Ça donne que quand les Américains arrivent, ou les Rangers arrivent à Odanak, les hommes ne sont pas là, la plupart sont partis à Québec. Donc, des vieillards, des femmes, des enfants. T'sais. Cette journée-là, il y a une noce. Il y a une fille qui se marie avec un gars de la place, là. Je vous dis, son nom s'appelait Marie Kay. Ben là, à ce moment-là, eux autres, les Rangers, là, ils étaient là pour punir. Là, ils ont ouvert le feu, puis ils ont fait un massacre, puis ils ont tué 32 personnes, dont la mariée dans sa robe de mariée. Mais ça, là, c'est pas dans la poignée de main. C'est pas... Le corps des Rangers, là, ils ont fait ça. Ça nous concerne, c'était chez nous, là, c'est en 1759. C'est l'année de la commémoration. Si on me parlait de 1756, 53, 54, ben là, on dit, d'accord, on parle pas de ça. Mais là, c'est cette année-là qu'ils veulent commémorer. Puis c'est pas ça qu'on va voir. C'est pas parce que je veux m'acharner sur les crimes de guerre, parce qu'il y en a tout le temps des deux côtés. C'est juste de dire qu'il faut commencer dans la vérité. En premier. C'est pour ça qu'on dit, bon, on voit bien que c'est une opération là, hautement propagandiste. C'est sûr que c'est fun pour les gens qui reconstituent. En tout cas, je ne sais pas si j'ai tout épuisé. En tout cas, juste pour conclure, je veux dire, il y a tout le temps des pièges en histoire. Ce n'est que piège derrière piège derrière piège. On ne peut pas lire un livre d'histoire et dire « Ah, ça c'est notre histoire ». Vous dites, qui l'a écrit? À quelle époque? Dans quel contexte? Ça s'adresse à qui? Puis ça vise quoi? Puis moi, je reviens à la fameuse école de Québec. J'écoute les fameux radios poubelles, là. Ce ne sont que des enneries derrière des enneries, des enneries. Puis ça passe pour la vérité. Puis ça, c'est des gens qui nous crachent dessus actuellement. Fait que moi, j'espère qu'on va aller leur montrer c'est quoi notre vérité. J'espère. Bon, là, je ne sais pas, je suis rendu à la période des questions. Alors, on va prendre des questions, des commentaires, des propositions d'action. Je ne sais pas si quelqu'un... François Chapelle. Je m'inscris moi dans le mouvement de ceux qui s'objectent aux commémorations dont on parle sur les thèmes. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sommairement comment se fait-il que cette portion de terrain appartient au fédéral? Un terrain vacant. Est-ce qu'il y a une historique qui nous éclairerait? Moi, je ne suis pas de Québec. J'habite la Mauricie. Il y a des gens de Québec qui connaissent très bien l'histoire. Comment je peux dire ça? La plaine d'Abraham. Bon, je sais qu'il y a une centaine d'années, ça n'appartenait pas au fédéral, ça appartenait à la ville. Puis à un moment donné, je pense que... Ah, il y a un monsieur peut-être qui connaît l'histoire. Non, ben, je ne connais pas vraiment l'histoire, mais je sais que c'est le cadeau du 300e. C'est au 300e que ça a été donné au fédéral. Grosso modo, c'est parce que c'est comme n'importe quelle municipalité. Québec n'avait pas les moyens d'entreprise. C'est toujours la même affaire. Hein? C'est un sacré grand parc, c'est un très beau parc. Les falaises sont instables et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est le fédéral qui s'est pris le rond.
c'était eux autres pour le Je sais qu'il y a un projet qui s'organise en ce moment pour revendiquer le retour des clubs d'Abraham. C'est ça que je voudrais associer. C'est l'objection à la commémoration le 13 septembre 2009 et en même temps que la ville de Québec, qui vit économiquement une prospérité depuis plusieurs années, plutôt que de dire qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir les plaines d'Abraham, devraient les avoir les moyens et demander que ça leur revienne. Merci. Moi, j'ai habité à Québec la moitié de ma vie, puis j'habite à Montréal depuis 30 ans. J'ai été guide touristique aussi, puis il y a un détail très intéressant sur les plaines d'Abraham, c'est que la citerne d'approvisionnement d'eau de la ville de Québec est en dessous des plaines. Et ça, c'est un petit peu confidentiel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent à Québec. Alors, en tout cas, pas plus que la moitié ou le quart de la population qui est au courant de ça, qu'au moins la moitié de la ville est approvisionnée à partir d'une citerne qui est là. Et puis, comme la garnison militaire est juste au bout du territoire des plaines, près du Parlement, non seulement c'est proche du Parlement de Québec, comme par hasard, mais pendant la guerre, il y avait, à ce qu'on me dit ça, j'en ai pas de preuves, là, mais possiblement des couloirs souterrains en dessous des plaines qui étaient peut-être pour mettre des réserves de munitions. Alors, tiens, il y a une longue histoire d'équipement militaire autour de cette histoire-là. Puis le reste, bien, il y a des explications économiques, comme M. a dit. Moi, je suis très content d'apprendre que c'est au 300e de Québec qu'on a commencé. J'ai une autre préoccupation aussi que je voudrais souligner, c'est que suite aux propos du président Sarkozy qui m'ont vraiment heurté, moi je suis un souverainiste de longue date, mais je voudrais nous mettre en garde contre tout ce qui aurait l'air d'haïr les Anglais, parce que ça nous fait passer justement pour les sectaires qu'on n'est pas. On ne fait pas l'indépendance contre les Anglais puis contre le Canada, on le fait pour le Québec. Et moi, je trouve que le jour où on va vraiment faire l'indépendance pour des raisons qui se rapportent à nos intérêts et non pas notre mémoire historique puis nos émotions, là, on va être capable de vendre notre projet. Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on se décide. Puis pour se décider, il faut que les gens croient que c'est sérieux. Et je ne dis pas que c'est pas sérieux là, de faire la mémoire historique, mais il ne faut pas rester sur notre colère. Il faut faire l'indépendance d'une façon positive, démocratique, sereine, puis mettre notre colère sur l'action concrète, pacifique, pour être maître du pays. Merci. Je peux me permettre un petit commentaire. C'est que, en ce moment, le problème... En ce moment, un des problèmes, c'est qu'on veut tellement plaire, tellement être pacifiste, tellement avoir l'air de ne pas haïr personne, qu'on est bonententiste, puis qu'on devient même bonasse, qu'on se laisse manger la laine sur le dos. Ce qu'il faut expliquer, c'est que prendre notre place, c'est pas détester les autres. Mais pour prendre notre place, c'est sûr qu'on va déranger ceux qui la prennent à notre place. Ça, par contre, il faut le faire, il faut bouger. Sinon... je voudrais peut-être... la fougue, il n'est pas la colère. Ouais. Parce que là, il y a une chose, là. Il ne faut pas rester assis à mort, puis... Hein? Ça, c'est une chose. Moi, je ne suis pas capable d'haïr quelqu'un, moi, personnellement. Mais par contre, je ne voudrais jamais que personne vienne me piler sur les pieds ou touche à ma fille ou vienne faire des choses détestables dans ma maison. Hein? Mais à ce moment-là, si... Parce que on peut garder un peu de bonté, il ne faut pas aller jusqu'à la lâcheté.